Aujourd'hui, on va parler du pendule de Foucault. Donc le pendule de Foucault, c'est une expérience historique très célèbre du 19e siècle. En 1851, Foucault a invité les Parisiens à se rendre au Panthéon pour voir un pendule de 67 mètres de haut osciller et voir la rotation de la Terre, puisque le plan d'oscillation de ce pendule va tourner dans le référentiel terrestre en pratiquement 32 heures. Et donc cette expérience à l'époque a eu beaucoup de succès. Elle a d'ailleurs été remise en place très récemment au Panthéon. Donc j'aimerais qu'on puisse faire un peu tous les calculs, le calcul complet de l'oscillation du pendule de Foucault. Pour cela, on va le faire en 3 temps. On va d'abord redéfinir ce qu'est précisément la pesanteur dans le référentiel terrestre considéré comme non galiléen. Ensuite, on va parler de ce qui se passe quand on met le pendule de Foucault au pôle Nord et étudier sa trajectoire dans le référentiel géocentrique. Et ensuite, on va traiter donc l'expérience à Paris, donc à la latitude de Paris, pour faire toutes les équations et mettre en évidence les différentes périodes, la période d'oscillation du pendule lui-même et la période de rotation du plan des oscillations dans le référentiel terrestre considéré comme non galiléen. Donc première étape, on va redéfinir ce qu'est l'accélération de la pesanteur G quand on considère que le référentiel du sol n'est pas galiléen. Donc si on considère la Terre, son centre, le plan de l'équateur, donc si on considère un point à la surface du sol qui sera l'origine locale du référentiel terrestre, donc la latitude lambda qui est l'angle par rapport à l'équateur, on va définir un système d'axes, donc je vais mettre Z selon la verticale apparente. On va mettre un axe UX vers le nord et on va mettre un axe UY vers l'ouest, donc puisque la Terre tourne autour de l'axe des pôles avec un vecteur oméga, donc 2π sur t, t le jour sidéral pratiquement égal au jour solaire. Donc je ne vais pas refaire toute la démonstration de ce qu'est la pesanteur dans le référentiel du sol, mais simplement rappeler que la pesanteur comprend 2 termes, donc le champ de gravitation à la surface du sol, donc moins g fois la masse de la Terre divisé par le rayon terrestre au carré, mais aussi donc le terme qui est l'opposé de l'accélération d'inertie d'entraînement du référentiel terrestre par rapport au référentiel du sol. Donc si on se place en un point M au voisinage immédiat du sol, pratiquement à l'origine de ce référentiel, on projette orthogonalement ici ce point M sur l'axe de rotation H, et donc ce terme-là, il est dû donc à la force d'inertie d'entraînement, c'est un terme centrifuge, et c'est à cause de lui que G n'est pas rigoureusement dirigé vers le centre de la Terre, mais si on fait une petite construction vectorielle, donc on a le terme d'attraction gravitationnelle dirigé vers le centre de la Terre, la force d'inertie d'entraînement, alors bien sûr l'échelle est très largement exagérée, donc pour avoir la force, bien sûr, il faudrait multiplier m, G par la masse de l'objet, et donc ici on a donc G, le vecteur qui n'est pas en toute rigueur dirigé vers le centre de la Terre. Alors évidemment, donc G va varier avec la latitude. On pourrait regarder rapidement un petit peu les différentes configurations. G va être minimal à l'équateur, puisque c'est là que les deux vecteurs sont alignés et sont en sens contraire, donc le champ de gravitation et la force d'inertie d'entraînement. C'est d'ailleurs pour cela qu'on lance les fusées avec des bases de lancement proches de l'équateur pour bénéficier donc du fait que G est minimum. Par contre, on voit qu'au pôle, eh bien, on n'a plus que le terme d'attraction gravitationnelle puisque le vecteur H est confondu avec le vecteur M, et donc c'est là que la pesanteur va être maximale. Donc on peut se demander ce qui se passe si on place le pendule de Foucault au pôle Nord. Et donc on va imaginer donc on va prendre l'origine locale du référentiel comme étant le point de fixation de ce pendule, donc de longueur 67 mètres, de masse m, de quelques kilogrammes, et qui va osciller ici au pôle Nord. Alors, donc le système qu'on va considérer, c'est
le point M donc à l'extrémité du pendule. Donc si on dessine ici, voilà, on a le point P de fixation et on a le point M repéré par l'angle θ, le pendule de longueur L. Le référentiel, alors on va d'abord regarder ce qui se passe dans le référentiel géocentrique. On va considérer dans un premier temps que le référentiel géocentrique est galiléen. Donc c'est à peu près vrai, le référentiel géocentrique n'est pas rigoureusement en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel héliocentrique, le référentiel de Copernic. Mais en première approximation, si on néglige les effets de marée, on peut considérer qu'il est pratiquement galiléen, c'est l'hypothèse qu'on va faire. Et donc on va étudier le mouvement du pendule lâché sans vitesse initiale. Alors si je me suis mis au pôle Nord, c'est pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce qu'on pourra considérer que si on le lâche sans vitesse initiale dans le référentiel terrestre, la vitesse d'entraînement au niveau du référentiel géocentrique va elle aussi pratiquement être nulle, puisque on est pratiquement sur l'axe de rotation. Et donc on pourra considérer qu'également dans le référentiel géocentrique, on lâche le pendule sans vitesse initiale. Donc on peut faire le bilan des forces. Donc le point M de masse petit m va être soumis à la tension du fil T à son poids. On va considérer ici que le poids c'est uniquement l'attraction gravitationnelle. Et donc dans le bilan des forces, évidemment, le référentiel étant galiléen, il n'y a pas de force d'inertie d'entraînement. Donc dans RG est égal à mg, donc on tenant compte uniquement de la force de gravitation et de la tension du fil. Alors G le poids, mg le poids est conservatif, T c'est une force non conservative mais qui ne travaille pas. Donc elle ne va pas rentrer dans un bilan d'énergie mécanique. Si on applique le théorème de l'énergie mécanique, la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, c'est la puissance des forces non conservatives. Et puis ici, donc, il n'y a que la tension qui ne travaille pas. Sa puissance est nulle, elle est perpendiculaire à la vitesse. Donc le point M a évidemment une trajectoire circulaire. Donc le vecteur ER, le vecteur Eθ. Et donc en calculant l'énergie mécanique, donc 1 demi de m, la vitesse L carré, θ point carré, l'énergie potentielle de pesanteur mgz avec z orienté vers le haut, donc ça fait moins mgl cosinus θ, on projette ici dans le triangle rectangle, et donc à une constante additive près, voilà l'énergie mécanique. Et donc si on la dérive, on obtient l'équation bien connue du pendule simple, donc mlg carré, θ point point, plus mgl sinus θ point, je simplifie directement par θ point. Et donc c'est l'équation bien connue du pendule simple, qui est non linéaire et qu'on peut linéariser au voisinage de la position d'équilibre. Donc θ point point plus g sur L, θ égale 0, donc avec une pulsation d'oscillation, oméga carré est égal à g sur L. Et on va voir que cette pulsation va également intervenir quand on va étudier la situation dans le référentiel terrestre considéré comme non galiléen. Donc, dans le référentiel géocentrique, on a un mouvement, le plan d'oscillation reste fixe. Le pendule, si les angles sont petits, va osciller avec une période t est égale à 2pi racine de L sur G, que l'on peut calculer, donc avec une longueur de 67 mètres, G 9,81. Et donc on va trouver une période d'oscillation de 16 secondes, c'est la période propre d'oscillation du pendule. Alors maintenant, si on analyse le mouvement du pendule de Foucault, mais cette fois-ci dans le référentiel terrestre, qui lui, la Terre donc tourne dans le référentiel géocentrique, de cette façon-là, le plan d'oscillation reste fixe dans le référentiel géocentrique, alors que la Terre tourne dans ce sens-là. Et donc on voit que pour un observateur qui lui est lié à la Terre au pôle Nord, eh bien il va voir tourner le plan d'oscillation du pendule dans le sens horaire
puisque la Terre, elle tourne dans ce sens-là, et que, évidemment, pour l'observateur lié à la Terre, lui, il est fixe, et donc on voit qu'on a une rotation du plan du pendule en 24 heures, et c'est ce que va nous redonner une étude générale, quand on va faire cette étude générale en fonction de la latitude, en particulier quand on va se placer à Paris. C'est la suite de la vidéo. Donc on va passer maintenant au calcul du mouvement du pendule de Foucault à la surface du sol à la latitude de Paris. Donc dans le référentiel terrestre considéré comme non galiléen. Donc on a un point P de fixation situé à peu près donc à 67 mètres au-dessus du sol. On va le prendre comme origine locale du référentiel terrestre. Il est fixe par rapport au sol. Et donc on a le pendule de Foucault. Donc, qui fait un angle θ avec la verticale, et donc cette longueur de 67 mètres. Donc le système, c'est donc l'extrémité du pendule. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre, le référentiel lié au sol, qui n'est pas galiléen, parce qu'il n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport au sol, par rapport au référentiel géocentrique. Le bilan des forces, donc il y a toujours la tension T, le poids P, mais il faut aussi rajouter la force de Coriolis. Donc, moins 2m oméga du référentiel du sol par rapport au référentiel géocentrique, vectoriel la vitesse relative, donc la vitesse par rapport au référentiel du sol. Et l'approximation habituelle qu'on va faire, c'est celle qu'on a déjà faite tout à l'heure, c'est-à-dire que le poids, mg, on va le prendre selon l'axe z, c'est-à-dire que, en fait, cela revient à négliger dans le poids la partie centrifuge, donc, et de ne tenir compte que de l'attraction gravitationnelle, puisque ça revient finalement à prendre le poids dirigé vers le centre de la Terre, donc à négliger les variations de G avec la latitude. C'est l'approximation qu'on fait habituellement, mais néanmoins, on tient compte du caractère non galiléen du référentiel du sol au travers de la force de Coriolis. Alors surtout, ne fais pas la grosse erreur qui est très fréquemment faite par les étudiants, c'est de remettre une force d'inertie d'entraînement dans le bilan des forces, sachant que par la définition du poids, elle est déjà contenue dans le poids, même si, au final, on constate qu'on l'a négligée. Une des difficultés, c'est de calculer la force de Coriolis. Donc, pour calculer la force de Coriolis, il faut calculer ce produit vectoriel, V de m la vitesse. L'hypothèse qu'on va faire, c'est que le pendule est tellement long qu'on l'écarte d'un petit angle et que finalement, le mouvement va être quasiment horizontal. Donc la vitesse va s'exprimer dans le référentiel du sol, donc le vecteur oméga doit lui aussi être exprimé dans le référentiel du sol pour calculer le produit vectoriel. Donc si on met ici oméga, donc comme angle à côté perpendiculaire, on voit qu'on récupère la latitude ici, donc il faut projeter le vecteur oméga dans le référentiel terrestre. Donc sur l'axe des x, on le projette donc ici avec un cosinus lambda. Sur l'axe des y, sa projection est nulle, et sur l'axe z, donc si c'est cosinus sur un des axes, c'est plus ou moins sinus sur l'autre par conservation de la norme. Donc voilà le vecteur oméga. Donc on est prêt pour calculer la force de Coriolis. Donc moins 2m oméga cosinus lambda 0 oméga sinus lambda sur z vectoriel. Donc x point, y point et z point qui est pratiquement égal à 0. Mais bon, on va quand même prendre un z point. On va voir que ça ne gêne pas pour le calcul. On pourra faire les approximations après. Donc on calcule ce produit vectoriel. Donc on masque la première ligne et on fait le produit en croix. Donc ce premier déterminant 2, 2. Donc on va avoir 2 signes moins. Donc 2m oméga sinus lambda y point. On masque la deuxième ligne, on part du bas, donc moins 2m oméga sinus lambda x point, et la dernière composante, donc on fait le dernier produit en croix, donc moins 2m oméga cosinus lambda y point.
Donc voilà pour la force de Coriolis. Donc on est prêt à projeter le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel du sol. Donc on peut l'écrire. Masse fois accélération du point M dans le référentiel du sol. T plus P plus Fc. Donc je rappelle que la force d'entraînement est contenue dans le poids. Donc il reste une difficulté, c'est d'exprimer la tension du fil. Alors on voit que la tension du fil, elle est dirigée du point M vers le point P. Donc on peut dire que la tension du fil T, c'est sa norme, que j'appelle T tout simplement, fois, alors il y a une petite astuce pour fabriquer un vecteur unitaire dirigé de M vers P, c'est de prendre le vecteur position et de le diviser par sa norme. Et sa norme, c'est bien évidemment la longueur du fil. Donc T égale MP sur L. Donc ça, c'est aussi une petite difficulté technique concernant le pendule de Foucault. Donc les coordonnées du vecteur MP. Donc on a choisi de prendre l'origine du repère sur le point P qui est fixe par rapport au sol. Donc ça va faire moins x, 0 moins x, 0 moins y et 0 moins z, mais en réalité x et y sont très petits devant z qui est pratiquement égal à L. Alors on pourra faire un développement limité, mais on va gagner un petit peu de temps de cette façon. Et donc on voit que la tension T donc, va s'écrire T, donc moins x, moins y, L et T sur L, donc dans la base cartésienne x, y et z. Et donc on obtient le système d'équations différentielles suivant. Donc m x point point est égal à moins t sur L x, donc ça c'est pour la tension. Donc le poids, pas de projection sur x, la force de Coriolis. Donc plus 2m oméga sinus lambda y point. My point point moins t sur L y moins 2m oméga sinus lambda x point. M z point point, donc qui vaut pratiquement 0 puisque le mouvement est horizontal. Donc qui vaut moins mg moins 2m oméga cos lambda y point. Et puis donc plus t. Alors ce terme, on va le négliger parce que donc par rapport à la situation où on considère que le référentiel terrestre est galiléen, la force de Coriolis est un terme correctif. Et donc on s'aperçoit qu'à l'ordre le plus bas, la norme de la tension, c'est pratiquement le poids. Et donc ce résultat-là, on peut le reporter dans les deux équations précédentes. Et donc on obtient le système suivant. X point point est égal à moins G sur L après simplification par la masse fois X plus 2 oméga sinus lambda. Donc on a un système d'équations différentielles couplées en X et Y. Il va falloir le découpler. Moins G sur L. Donc là on retrouve la pulsation propre du pendule simple dans le référentiel géocentrique qu'on a introduit tout à l'heure, moins 2 oméga sinus lambda x point. Et donc sur z, en fait, l'équation a déjà été exploitée avec la conservation de la norme, avec l'expression de la norme de la tension. Alors, on pourrait poser donc oméga 0 carré est égal à g sur L, et puis on va poser alpha est égal à 2 oméga sinus lambda pour utiliser des notations un peu simplifiées. Alors l'idée maintenant, c'est de découpler le système d'équations. Donc là, il y a une technique que tu ne peux pas vraiment inventer, il faut qu'on te la donne. C'est de passer par les complexes et de poser U, l'affixe en fait du point M dans le plan XY est égal à X plus IY. Et on va voir qu'on va pouvoir résoudre dans les complexes et découpler l'équation dans les complexes. Donc si je dérive deux fois, on a U point point égale X point point plus IY point point. C'est une technique très classique qu'on rencontre aussi avec les particules chargées dans des champs magnétiques, par exemple. Donc, alors, U point point, X point point, plus IY point point. On va les chercher dans le système d'équations différentielles. Donc, égale moins oméga 0 carré. Donc, on fait
la première équation plus i fois la deuxième. Et donc on voit qu'on récupère, alors je vais quand même aller doucement, x plus y plus donc 2 oméga sinus lambda y point moins i x point. Alors c'est un petit peu là qu'est la difficulté technique, puisque là on se dit qu'on n'a pas vraiment récupéré quelque chose qui soit proportionnel à u point. U point c'est x point plus i y point. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait mettre en facteur le terme qui est devant x point, et on va constater qu'effectivement ça marche, parce que ce terme-là, il vaut aussi, donc moins i, je mets en facteur le moins i, 2 oméga, c'est-à-dire alpha, moins i alpha, x point, allez, on va y aller, pas au bluff, mais on va vérifier a posteriori que ça marche bien. Donc si je redistribue, j'ai bien i carré fois moins 1, et je récupère bien le terme en y point. Donc tout va bien, on a bien u point point est égal à moins oméga 0 carré u, moins i alpha, u point, et donc on a une équation différentielle linéaire à coefficient constant sans second membre, mais dans les complexes. Donc u point point plus i alpha u point plus oméga 0 carré u égale 0. Alors on va la résoudre dans les complexes, on écrit l'équation caractéristique, r carré plus i alpha plus oméga 0 carré plus i alpha r plus oméga 0 carré égale 0. Delta égale B2 moins 4AC. Donc attention, il y a un I. Donc moins alpha carré moins 4 oméga 0 carré. Il est négatif. Donc on écrit les racines. Alors R est égal, alors attention à ne pas se tromper, moins B moins I alpha plus ou moins I racine de moins delta. Donc racine de alpha carré plus 4 oméga 0 carré, le tout sur 2A, donc sur 2. Donc on a un nombre imaginaire pur, ce n'est pas des complexes conjugués parce qu'on est dans C. Et donc on a R est égal à, si on reporte l'expression de alpha, c'était 2 oméga sin lambda, donc moins I alpha sur 2, donc ça fait moins I oméga sin lambda, donc plus ou moins I, donc racine, si je rentre le 2 sous la racine, donc racine carrée de oméga sin lambda plus oméga 0 carré. Alors, les solutions de U, c'est-à-dire de X et de Y, vont s'écrire. Donc la fixe du point qui représente l'oscillation, U est égal, donc on peut mettre le premier terme en facteur dans les solutions, donc exponentielle moins I oméga sinus lambda fois t, multiplié par A, exponentielle I oméga t plus B exponentielle moins I oméga t. Alors je vais poser donc oméga est égal à tout ce radical. Et donc là, eh bien, on peut réinterpréter cette expression. Donc là, il faut un petit peu de technique dans les nombres complexes. En fait, on s'aperçoit qu'on a deux échelles de temps, on a deux pulsations qui apparaissent. On a le oméga sin lambda qui va représenter le mouvement, la rotation du plan d'oscillation dans le référentiel du sol. Et donc on aura une période égale à 2pi sur oméga sin lambda qui va représenter la période de rotation du plan du pendule dans le référentiel du sol. Alors si on se place à la latitude de Paris, lambda 48 degrés, donc oméga 2pi sur t, t le jour sidéral, on trouve que ça fait à peu près 32 heures, un peu moins, 31h50 et quelques. Et puis, donc avec le oméga, on aura la rotation du pendule. Alors là, on voit que le oméga sin lambda, il va être très petit devant le oméga 0 carré, hein, et on va retrouver donc t égale 2pi sur oméga qui vaudra à peu près le t0, c'est-à-dire nos 16 secondes dans la période propre du pendule. Et donc, on a bien mis en évidence la rotation de la Terre, le caractère non galiléen du référentiel terrestre.